Bonjour à tous et bienvenue dans À Découvert. À force de répondre à des interviews, je me suis rendu compte d'une chose, je racontais toujours la même histoire. J'ai réalisé que j'étais plus que ça et que les personnalités que vous aimez suivre sont plus que ça. Bienvenue dans À Découvert. Connu pour avoir levé le poing, mais d'abord avoir appris à tendre la main, mon invité sait faire du bruit pour qu'on entende enfin le silence des autres. Autrice, leaduse d'opinion, fondatrice du média Je m'emballe clito, elle a fait du corps une arme, du plaisir un manifeste et de sa voix un cri de liberté. Mais derrière la militante, il y a Camille, une femme qui a appris à ne plus s'excuser d'exister. Aujourd'hui, c'est cette Camille-là que je veux accueillir. Bienvenue à Découvert, Camille. Ça va toi? À chaque fois, je me mange la perche, donc... Je suis ravie d'être accueillie. Merci. Je te laisse prendre place. Bien sûr. Je suis tellement contente que tu sois là. C'est vrai? Oui. Ok. Je suis ravie. J'ai hâte. Ce miroir, ma Camille. T'es OK ou pas? Je suis très ok. C'est vrai? Ouais. Je t'ai entendu dire dans une de tes interviews qu'il y avait une différence pour toi entre la confiance en soi et l'amour de soi. J'ai trouvé ça hyper pertinent. Quand tu regardes le miroir, déjà, est-ce que tu t'aimes? Ah ouais. Complètement. Je m'aime, je dirais même que je me chéris. Je me regarde avec douceur, avec bienveillance. Je dirais que j'aime ce que je vois. Que je suis ok avec le fait que dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans, on voit plus la même chose, tu vois. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant. C'est fou. Ouais, je suis arrivée d'ailleurs, je me suis ouf. C'est très apaisant. C'est pas du tout quelque chose qui me met mal à l'aise, au contraire. Et c'est rare finalement de se poser avec soi-même physiquement. Vraiment. On se pose avec soi-même mentalement. Enfin, moi, je sais que je me pose avec moi-même, même intellectuellement, parfois même, pourquoi pas spirituellement. Ouais, totalement. Mais alors physiquement, ça fait du bien. C'est un vrai exercice, le miroir. Et Ouais. je t'avoue que c'est très rare d'avoir des invités du coup qui sont à l'aise face à Ah ce ouais? reflet et qui arrivent à le maintenir surtout dans les yeux. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est que tu peux pas te mentir à toi-même en fait. Non. Quand t'es face à toi. Et surtout, moi, je suis au stade de ma vie où ça me coûte plus de me mentir à moi-même que d'être honnête. Et c'est rare que je me vois... En fait, c'est rare que je me vois assise en entier. C'est-à-dire que moi, j'ai un miroir qui s'arrête là. Donc là, voir toute ma De posture... plein pied. Ouais, de plein pied, c'est assez rare. Et ça fait du bien. Non. Je me trouve très douce. Alors que je pense que ce que je peux dégager, c'est peut-être un peu plus de force, de puissance et voire même parfois de brut de décoffrage, tu vois. Et là, ce que je vois, c'est quelque chose de très doux. Justement, dans cette douceur, toi qui as fait de ton corps quand même une arme, comme tu dis, quand on te voit arriver, Bien sûr. c'est quelque chose qui Impressionnant, impose. ouais. C'est toi qui impose, tu vois. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de voir ton corps comme une fragilité? Disons que ma santé me le rappelle. C'est-à-dire que par exemple, je suis atteinte d'endométriose. Là, je viens de finir mes règles. Donc, je vais rentrer en période d'ovulation. Voire même, je pense que j'y suis déjà. Et l'état dans lequel physiquement je suis quand j'ai mes règles. Donc là, c'est-à-dire que j'ai passé presque 5 jours alité, dans un état pitoyable, à être dans une forme d'hémorragie. Ça me rappelle à quel point il y a quelque chose qui va au-delà de ce que j'ai construit, il y a quelque chose qui va au-delà de tout le travail sur la confiance en moi que j'ai pu faire, qui va au-delà de à quel point les notions d'empouvoirment et tout peuvent me drainer. C'est qu'en fait, à un moment donné, il y a la santé, quoi. Et moi, ce qui me ramène à une forme de fragilité, c'est ma santé. C'est pas du tout le regard que je peux porter sur moi-même, mais c'est les moments où, en fait, physiquement, je suis pas incapable, je suis moins incapable. Du coup, ça, tu le vois comme une force, quelque part? Enfin, moi, j'ai l'impression que du coup, ça Moi, te je le ramène... vois comme une force. Ouais, ça te ramène obligatoirement à toi. Déjà, ça me ramène à moi. Ça me ramène à l'obligation de ralentir. Ça me ramène à l'obligation de prendre soin de moi. Ça me ramène à l'obligation de dire non, de mettre des limites, de demander encore plus d'aide. Et c'est des moments quand même dans le mois où j'ai quelque chose de beaucoup plus d'introspection. Je vais plus me poser, je vais plus me dire en fait ralentis. Je vais plus me poser la question sur est-ce que je suis obligée, est-ce que je dois être à tel endroit, à tel événement. Enfin, est-ce que ça va changer quelque chose? En fait, pas forcément. Mais je sais même pas si j'ai envie d'appeler ça une fragilité ou si c'est juste une forme de juste ramener à un truc un peu de balance. Ouais, de réalignement aussi. Ouais, de réalignement, de... tu peux pas tout le temps être au top. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment impossible. Ouais, c'est une utopie. C'est une utopie. Et d'ailleurs, ça m'intéresse même pas. Mais par contre, se dire qu'il y a des moments où tu prends soin de toi et je prends soin de moi au même titre que j'aime prendre soin des autres, ça, c'est des moments quand même où c'est ce qui se passe. Mais
Maintenant, tout l'enjeu, c'est d'arriver à sortir de ces moments où ça va peut-être moins bien pour, tu vas peut-être arriver à le mettre en place un peu tout le temps, même si je fais preuve d'une douceur quand même absolue envers ma personne. Ça a toujours été le cas ou pas? Ou t'as été plutôt dans... Ouais, voilà, t'as été Wow. plutôt dans un rapport de force? Alors, ma très chère, on revient de loin. Ouais. J'ai été dans un rapport conflictuel avec moi-même. J'ai été dans un rapport où je pense que mes traumas prenaient beaucoup de place sur qui j'étais réellement. J'ai été dans un rapport où le personnage de Je m'en bats Clito, qui est bien évidemment très inspiré de Camille, a été celui que j'ai mis en avant en premier, parce que pas le choix, parce que besoin de faire sa place, parce que aussi légitimité, parce que technique aussi de protection. C'est-à-dire que c'est plus simple quand on critique un personnage que quand on critique toi. Bien sûr. Donc ça m'allait, tu vois. Et donc, dans un deuxième temps, j'ai dû faire l'effort de se dire, OK, quelle est la différence entre Je m'en bats Clito et Camille? Et est-ce que les gens dans la rue, ils arrêtent Camille ou ils arrêtent Je m'en bats Clito? Est-ce que les gens sont fans de Je m'en bats Clito? Quelle est la valeur potentielle de Camille quand on se rend compte que finalement les gens ne la connaissent pas? T'as une crise identitaire un peu? Non, j'ai pas eu de crise identitaire. J'ai eu plutôt des besoins de conscience. J'ai eu un besoin de conscience, j'ai eu un besoin de... Quitte à tout traverser, quitte à ce que ça soit dur, quitte à ce que parfois ça soit la merde, quitte à ce que... j'ai presque à certains moments l'impression que je suis dans un parcours sacrificiel pour quelque chose de plus grand que moi et que j'adore et pour quelque chose qui restera le jour où moi je serai plus là. Autant le faire en conscience totale. Et donc j'ai eu un besoin moi de comprendre qui j'étais, de comprendre comment je fonctionnais, de comprendre les choses qui pouvaient potentiellement être des triggers pour moi, de comprendre les moments où j'avais besoin de me taire, de comprendre les moments où au contraire j'étais dans une forme de surexpression. J'ai eu besoin de tout ça, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir une crise identitaire. J'ai eu l'impression d'avoir eu besoin de me connaître. Et je crois avoir créé Je m'en bats Clito avant d'avoir appris à connaître Camille. Et donc là, je suis dans la phase où Je m'en bats Clito, il n'y a pas de sujet. J'assume complètement ce persona-là. Et que Camille, je suis encore en train d'apprendre à la connaître. Mais je l'aime avant de la connaître. Je me dis, je suis quand même pas trop mal. Pas mal. Tu vois? T'es pas mal. Quand même, ouais. Je vais te laisser fermer les yeux, Camille. Oui. Et je vais te laisser les réouvrir maintenant. Doudou. Mais j'ai de mes photos. Bref. Non. C'est vrai? Elle a dit non. Attends. Moi, je ne reste pas à ma place, en fait. C'est tellement ça. Elle a dit. Bon, tu veux me mettre là? Je ne crois pas ma puce. Je crois que tu vas me coller. Très peu pour moi. Laisse tomber. Oh là là. C'est ta photo presse? C'est une de mes photos presse. Bah, moi, quand j'ai regardé plein de photos de toi, tu sais pourquoi? C'est celle qui m'a marquée aussi. Parce que je n'ai absolument pas changé. Bah, pour moi, c'est what? C'est moi. Bah, vraiment. Mais t'as vu comment c'est impressionnant? Mais oui, vraiment. C'est moi dans... Je pense que j'ai à peu près les mêmes maillots, encore. Même quand on s'est vu. Tu sais, j'avais des palmiers, elle faisait tortue, mais un petit maillot de bain, un peu échancré. C'est moi parce que la coupe n'a pas changé. Bon, le corps a un peu changé, mais ça, c'est normal. La posture, le sourire. T'as vu, c'est fou, hein? Ouais, c'est dingue. Mais par exemple, tu vois, c'est une photo de moi, je dois avoir 4 ans. C'est la période de ma vie où je ressemble le plus à la femme que je suis maintenant. Ah, ouais, c'est vrai. Que tu vois des photos de moi à 8 ans, à 9 ans, 10 ans. Je ne suis pas du tout la même personne. Et là, je reviens à mon grand âge, tu sais, 28 ans, à elle. Tu t'es reconnectée à ton enfant. Ouais. C'est-à-dire une forme de malice. C'est-à-dire pas du tout insouciante, mais putain que je croque la vie à pleines dents. C'est-à-dire que je souris, c'est-à-dire que je suis un petit soleil. Tu vois? Et ça pue le bonheur, en fait. Et j'adore voir cette photo. Et j'ai envie de faire un câlin, de me faire un bisou. J'adore. T'as grandi dans un monde quand même plein d'idées, plein de bruit, de ce que j'ai compris. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais aimé que la petite Camille, elle apprenne plus en douceur? Le travail. Le travail plus en douceur. Le repos plus en douceur. Moins garder le pied sur l'accélérateur tout le temps. Ouais. La patience. Tu sais, je commence à peine à me rendre compte que j'ai 28 ans. Ok. C'est-à-dire que j'ai jamais eu l'impression d'avoir mon âge. C'est-à-dire que même là, j'ai pas l'impression que je fais 4 ans. J'ai l'impression que je fais beaucoup plus. C'est clair. Et donc là, c'est un peu la première fois de ma vie où je me reconnecte au fait d'avoir 28 ans
Et donc, ça veut dire de pas forcément savoir tout faire. Ça veut dire le fait aussi d'être dans une période où j'assume de vouloir continuer à apprendre et que c'est pas parce que là, mes 7 dernières années de carrière, ça a essentiellement consisté à d'abord dire que je savais faire et ensuite me démerder pour apprendre à faire et à délivrer, que je dois forcément rester là-dedans. Et qu'en fait, à 28 ans, je refuse de ne plus apprendre parce que déjà, ça m'apporte un bonheur absolu, que j'ai l'impression de reconnecter mes neurones. À chaque fois. Un peu à chaque fois. Mais tu sais, comme quand t'es au lycée et que tu sors d'un cours de philo, tu te dis putain! C'était cool! Enfin, genre, je dirais pas ça, je pense. Ouais, non, je dirais pas ça. Mais moi, j'étais là en mode damn! Platon! Ouais. Tu vois? T'es quelqu'un! Ah bon, frérot! Ah, Freud, non, je te déteste. Mais il y avait cette sensation de attends, on m'a appris à réfléchir autrement. Et puis j'ai appris des trucs. Et puis du coup, j'ai l'impression que là, ça vient de m'éclairer sur un autre cours. Là, je suis un peu dans la période où j'ai encore envie d'apprendre, où je n'ai aucun problème à dire que je sais pas faire, que je ne sais pas tout faire, qu'il y a des choses que je sais très bien faire, mais que d'autres pas du tout. Que oui, j'ai des zones de génie, mais comme absolument tout le monde, mais que je peux vraiment encore progresser, qu'il y a d'autres personnes qui m'inspirent. Et je pense qu'à cet âge-là, j'étais déjà un peu comme ça. Et je jouais. En fait, moi, je suis cette âme d'enfant. Quand on parle d'âme d'enfant, c'est je faisais des châteaux de sable, j'allais dans la mer pour aller chercher des coquillages, je faisais des piles de je sais pas quoi. À cet âge-là, je mangeais des petites brochettes de zébus. On était au Niger. Ça, c'est une photo. On est au Bénin en vacances. Et je mangeais des petites brochettes de zébus avec des énormes panières comme ça j'ai encore le souvenir de la frite. Quand tu manges une frite dans la frite, tu vois, c'est pas la même. Putain, tu sais, elle est un peu sucrée. Ah, la patate. Et donc, c'est cet âge-là où je voulais juste jouer, manger, kiffer. Et en vrai, je reviens à ça. Ouais. À mort. Ça, et c'est-à-dire que je veux faire à manger, je veux faire kiffer les gens que j'aime et les gens que j'apprécie, ou les gens où j'ai l'impression qu'ils ont besoin, ou qu'ils traversent une période où ils ont besoin de kiffer, ils ont besoin de souffler. J'adore être cette personne-là. Et je sais pas, je me trouve trop mignonne. Enfin, tu vois, tu sais, des moments où tu te projettes et tu te dis, j'espère que mes enfants, ils seront cute comme ça. C'est marrant, j'allais te parler de la maternité. Ah ouais. Toi qui veux des enfants. Bah, je veux des enfants à mort. Tu crois que tu pourrais... Si jamais il y a un mari potentiel qui se reconnaît dans... Enfin, tu vois, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Comme Diams a dit, 2 photos. 2 photos. Merci. Par mail. Par mail. Donc, je m'emballe clito, @gmail.com. J'adore. Et j'adore que ça soit sur cette adresse. Je prends les sollicitations. Et pas de vanne, genre, moi aussi, je m'emballe clito. Est-ce que je peux battre ton clito? Non. Envoie les photos. Et après, on voit. On cale un café. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais apprendre d'elle? J'ai plus ma question, putain. Je sais plus ce que On parlait de maternité. Oui, toi qui veux des enfants, qu'est-ce que tu crois que tu pourrais tirer d'elle pour transmettre dans ta maternité? Bah, c'est une enfant un peu guerrière quand même. Hein. C'est une enfant un peu guerrière. C'est une enfant qui a eu très peur. C'est une enfant qui a été traumatisée. C'est une enfant qui a été abandonnée. C'est une enfant qui malgré tout ça, choisit quand même le bonheur et la vie. C'est aussi une enfant qui s'est pas laissée mourir. C'est une enfant qui croit encore en l'amour, qui a été en capacité de faire famille. C'est une enfant qui, quand même, à 4 ans, a demandé à se couper les cheveux. Ça, je trouve ça assez fou. C'est dingue. J'ai la tête rasée à cet âge-là, alors que normalement, bon, tu rêves d'avoir les cheveux longs jusqu'aux fesses et de courir dans la cour de récré avec les garçons, tu vois, un peu. Et à cet âge-là, je m'en fous déjà, en fait. J'ai vu ton interview il y a pas très longtemps. Enfin, je l'ai re-regardé avant de t'interviewer avec Laurie. Ouais. T'avais des cheveux à ce moment-là? J'avais des cheveux à ce moment-là. Et alors, c'est trop marrant parce que, en fait, à ce moment-là, t'es sûre de toi. Ouais. Et tu dis, ouais, je laisse repousser mes cheveux, j'ai envie d'explorer cette facette de moi. Ouais. Et c'est OK, j'avais le crâne rasé avant. Finalement, tu reviens, là, aujourd'hui, à elle. Ouais. Et je trouve que c'est fou que tu dises, à 28 ans, je me reconnecte à elle. Ouais. Et que là, vous ayez toutes les deux cette coupe de cheveux. Tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai tenté. Mais tu sais, j'ai tenté parce que j'ai un truc de, sois pas conne. Ok, t'es super à l'aise, mais potentiellement, tu peux aussi être à l'aise autrement. Et le sujet, c'était pas de me dire, est-ce que je vais me sentir plus femme? Est-ce que d'un seul coup, le fait d'avoir des cheveux, ça va créer en moi... En fait, j'étais hyper ouverte à l'exploration, mais j'avais un truc de, reste pas autant à cheval sur tes positions. Et en fait, teste. Et si t'aimes pas, bah tu changes. Et donc, je me suis laissé pousser les cheveux. Ensuite, j'ai fait des tresses. Mais parce qu'il y a des périodes, tu vois, un peu plus tard, 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'ai des tresses jusqu'aux fesses. Ouais. C'est la période juste après. Et j'aime ça, et ça me fait kiffer. Et en fait, on peut s'amuser, parce qu'en fait, on peut faire plein de designs différents sur mon crâne. Et que j'ai l'impression aussi que d'un point de vue identitaire, mon corps devient un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, je peux m'amuser à avoir une frange, avoir les cheveux rouges, avoir un carré, avoir les cheveux... Et je me suis dit, écoute... J'ai envie d'explorer. Reprends ça. Bah écoute, j'ai tenu 1 mois et demi. Hein. C'est dingue. Bah laisse tomber. Bah c'est ton identité, quoi, c'est tout. Ouais, toi. Et puis j'étais là, en fait, c'est chiant les cheveux. Enfin, c'est chiant les cheveux. Moi, le matin, je me réveille, c'est-à-dire qu'au-dessus de ça,
J'ai pas d'enjeu, tu vois. Et en fait, mine de rien, tu sais quoi? Là, c'est une enfant qui ne peut pas se cacher derrière ses cheveux. Et aujourd'hui, 28 ans, je suis une femme qui ne peut pas me cacher derrière mes cheveux. Ouais. Je peux pas me cacher derrière une frange, je peux pas me cacher derrière un langage corporel ou... Non. C'est-à-dire que j'assume mon port de tête, c'est-à-dire que je dois assumer mon visage, c'est-à-dire qu'en fait, on le voit du coup beaucoup, c'est-à-dire que je dois assumer mes oreilles, que je dois assumer mon regard, tu vois. Vérité nue. Ouais. Et je crois que j'aime bien me dire ce symbole-là de transparence que représente le crâne rasé m'intéresse vachement. De se dire, je me présente au monde tel que je suis et je me cache derrière rien. Vraiment, je crois que c'était la meilleure phrase de fin pour le face au miroir. C'est pas vrai. Et je t'amène au face à face. C'était incroyable. Camille, bienvenue dans le face à face. Comment c'était ce petit moment face au miroir? Bah, ça m'a fait du bien. Ouais, c'était fou. Ah, ça m'a fait du bien. Ça m'a apaisée. Ça m'a fait me souvenir de pas mal de très, 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 très bons moments de ma vie. Ça a conforté le fait que j'étais dans une phase beaucoup plus de tendresse envers moi-même et que je tiens à y rester. Ça se sent, en vrai. Ouais. Je te le confirme, et moi, tu me fais du bien sur plein de sujets. Et franchement, même sur les cheveux, parce que tu sais, moi, on m'a rasé la tête et du coup, c'était Bien pas un sûr, choix. je sais. C'est fou. Honnêtement, je te dis, tu fais du bien. Camille, t'as créé Je m'emballe clito sur un canapé en train de décuver. Wow. Est-ce que tu penses que les plus grandes révolutions, elles naissent un peu dans l'intime comme ça? Je pense que les plus grandes révolutions, elles naissent dans la colère. Pas forcément dans l'intime. Mais elles naissent dans un sentiment de... Non, c'est hors de question. C'est trop, ça va pas, j'aime pas, c'est pas comme ça que je veux que ça se passe. Je pense que les plus grandes révolutions naissent d'une forme d'indignation, très claire. Que ça se passe dans l'intime, que ça soit politique, que ça se passe dans le privé, dans le public, peu importe. Mais je pense que ça part d'un truc qui est là. Ouais. Et c'est vrai que moi, ce moment-là, ça a vraiment été... Alors, au-delà de la sidération de leur Discussion. affirmation, comment dire, conseil, bien évidemment, instruction vis-à-vis de notre jouissance, bien évidemment. Je me souviens m'être dit, qu'est-ce que collectivement on a raté pour qu'on en arrive à là, pour qu'il y ait un tel fossé entre ce qu'ils racontent, ce que je sais que leurs meufs vivent, et je me disais, il manque d'un espace un peu commun, où nous on raconte, et où ce qu'on raconte est à disposition. Et où nous, ce qu'on raconte, c'est simple. C'est pas complexant. C'est abordable dans le sens où t'as pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études de sexo et 12 de sociaux pour pouvoir comprendre. Moi, mon sujet, c'était l'intimité. Et mon indécence à moi, c'était de se dire comment est-ce que sur la plateforme qui prône le plus le paraître, la plateforme la plus publique qui soit, je peux ramener le contenu le plus intime et le plus personnel. Et c'était cette espèce d'ambivalence-là qui, moi, m'intéressait, de m'amuser profondément. Et je pense que c'est aussi ça ce qui a fait que ça a marché, c'était qu'à un moment donné, on est arrivé sur une plateforme où, initialement, on mettait des photos de voitures, de chiens, tu vois, et nos burgers quand on partait en vacances, en format carré, rétro, rogné, avec le Seigneur Dieu. Voilà, une autre vie. Et on est sûr que ça va revenir à un moment donné en trend, c'est certain. Comment est-ce qu'on peut apporter un contenu qui, si cette plateforme me permet de toucher autant de personnes, peut faire du bien. Et comment est-ce que sur un sujet comme la sexualité, on peut revenir à l'expression à la première personne, au récit à la première personne. C'est je m'emballe clito pour que finalement vous embattiez le clito. C'est je fais l'effort et je fais la démarche de moi m'embattre le clito parce que ça ne me coûte pas, ça ne me met pas dans une posture d'insécurité, ça ne me met pas dans une posture de danger, pour qu'il y ait des milliers et des milliers d'autres femmes qui se disent ok, en fait du coup moi aussi. Ouais. Tu vois, et c'était ouvrir la voie et montrer l'exemple et se dire si moi je m'emballe le clito, peut-être que vous pouvez aussi, vous, dans votre intimité, si vous le souhaitez, du moins commencer à y réfléchir, ne plus être dans une forme de je fais sans forcément réfléchir, je fais sans forcément anticiper, je ne veux surtout pas me rendre compte d'eux, mais être peut-être dans autre chose. Et puis, ce que j'aimais aussi, c'était que je m'emballe le clito, moi je suis restée anonyme pendant 5 mois, c'était tout le monde, c'était toi, c'était moi, c'était nos meilleurs amis, mais c'était aussi nos darons, c'était la pharmacienne, c'est nos grands-mères. Il n'y avait pas d'âge. Ce que je racontais, on l'avait toutes vécu à un moment donné. Cette espèce de, tu sais, de mécanisme où, en commentaire, tout le monde tague sa pote en mode « meuf, TMTC » ou « tu vois, told you » ou « meuf, c'est exactement ce que j'ai entendu t'expliquer hier soir ». Ça,
Ça vaut de l'or pour toi. Tu peux pas savoir. C'est-à-dire créer un espace commun et créer des expériences, qu'elles soient digitales ou en fait, ce qu'on peut arriver à mettre en valeur, c'est l'expérience commune. Je vis pour ces moments. Je te comprends. Fois 1000. Et tu viens, en plus de ça, d'un univers très masculin, parce que tu viens du monde de la cuisine, et pas n'importe laquelle, en plus. T'as bossé dans les 3 étoiles, quoi. Ça te donne une forme de force d'avancer, de vouloir bouger les choses. Bien sûr. C'est peut-être un des éléments déclencheurs aussi de tout ça. Complètement. Ouais. Je pense que déjà, la façon dont j'ai été formée, je serais pas l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui, la leaduse d'opinion que je suis aujourd'hui, la chef d'entreprise que je suis aujourd'hui, si j'avais pas fait de la gastronomie. Ouais, bien sûr. Si j'étais pas passée par ce niveau d'enfer. Si tu veux, moi, je me souviens très bien que le moment où j'arrête et où je me dis, OK, j'ai envie de me dédier à 100% à Je m'en bats avec Clito, je me souviens d'une conversation avec ma mère où je lui dis, putain, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que là, du coup, ça veut dire quoi? Faut que je reprenne mes études de quoi? De com, de journaliste, de sociaux, d'histoire. Faut que je fasse un master enfin. Et je me souviens que ma mère, avec énormément de sagesse et de douceur, elle me dit, non, parce que tu sais déjà faire. T'as appris à travailler 18 heures par jour debout. T'as appris à gérer de la pression. T'as appris à délivrer. T'as appris non pas à devoir faire bien ou vite, mais à devoir faire vite et bien. T'as appris à être créative. T'as appris à travailler en équipe. T'as appris... Elle me dit, mais du coup, tu veux quoi de plus? T'as une sacrée daronne, quand même. Tu vois. Je suis pas de ces personnes qui disent qu'il faut passer par de la violence pour être compétent. Jamais je dirais ça. Ce que je retiens, moi, de cette expertise et ce que je retiens, moi, de cette expérience, c'est pas du tout la dimension de la violence. Bien évidemment, j'ai vu, que j'ai vécu, mais c'est pas ce que je retiens. Et je dis pas, c'est parce qu'en fait, on m'a tapé sur la gueule et qu'on a été dur avec moi et qu'on m'a insulté et qu'on m'a brûlé et que j'ai vu Pas du tout. Jamais je dirais ça. Par contre, le niveau d'exigence, le niveau de régularité que ça nécessitait et à quel point c'était d'abord la tête et ensuite les mains. Ça te forge. Ça forge. Et vraiment, rentrer dans une cuisine à 17 ans et bosser 18 heures par jour, debout, à courir, à tailler, à se couper. Ouais, puis une valeur du taf aussi, en fait. Une valeur du travail, une valeur de l'effort, une valeur du sacrifice que ça représente. Cuisiner, c'est passer des heures pour un plaisir qui ne va même pas être le tien, qui va durer 10 minutes. Enfin, c'est un niveau de sacrifice. Et donc, mais c'est comme à la maison. Tu passes 4 heures à faire un poulet rôti. En 10 minutes, on a torché le truc. Et donc, ce niveau-là de générosité, parce qu'en fait, moi, c'est que ça ce que je vois. Oui, ça forge, mais c'est surtout vachement à l'image de, je pense, la femme que j'ai envie d'être et que je suis. Mais ça forge, bien sûr que ça forge complètement. Après, quelles que soient les études que j'aurais pu entreprendre, je pense que dans tous les cas, ça m'aurait forgé. Le sujet, c'est pas forcément quelles études tu fais, c'est le fait de faire des études. Oui. Et le fait de continuer à apprendre et le fait de continuer à découvrir des process, des modélisations, ça, bien évidemment. Mais ça a été tellement dur. Ça a été tellement dur que là, aujourd'hui, je te jure que ce que je fais, ça ne me paraît pas dur. Ouais, ça te paraît... Je dirais pas que ça me paraît facile. J'allais pas dire simple. Ouais. Non, mais il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai vu tellement pire. C'est pas un métier qui est difficile en soi, en fait. Non, c'est une organisation, c'est un équilibre à trouver entre ton propos qui est politique, ton propos qui est engagé, entre la personne que tu es dans tout ça, le fait qu'on est entrepreneuse et qu'en fait, non, c'est pas vrai, à 17h, on quitte pas le bureau. C'est plutôt ça qui est compliqué, avec qui tu veux travailler, quels sont les projets auxquels tu dis oui, quels sont les projets auxquels tu dis non, est-ce que tu as l'impression d'être cohérente vis-à-vis de l'image que tu veux créer, du message que tu veux renvoyer. Ça, oui, c'est ça notre travail. Je le fais pas dans une violence organisationnelle. Tu vois, la violence, moi, elle me vient de l'extérieur. Elle me vient des personnes qui me suivent, de la société. Mais donc, ça change, pas mal de choses. Mais je regrette absolument pas d'avoir fait de la cuisine. Parce que j'ai suivi ma passion, parce que j'ai suivi ma vocation, et parce que j'avais un rêve toute petite et que j'y suis allée à fond. Et que putain, que j'étais tellement bonne dans ce que je faisais. Et meuf, tu reviens en plus. J'y reviens. Quelque part, aujourd'hui, tu reviens tout le temps et ça, c'est beau. Tu disais dans une de tes interviews aussi que tu n'avais pas encore vécu cet amour un peu passionné. Ouais. Ma question étant, j'aimerais trop. Est-ce que tu penses que tu l'as pas encore rencontré ou que tu ne voulais pas te laisser aimer? Les deux. Les deux? En fait, je pense que là, je sors de 7 ans de tunnel quand même. Ouais. De tunnel où j'ai essentiellement priorisé ma carrière. Parce que le niveau auquel je suis arrivée là, avec ces sujets-là, ça nécessite un travail. Ouais, ça nécessite même un sacrifice. On va pas se mentir. Et donc, j'ai décidé de sacrifier pas mes amitiés, pas mon temps envers moi-même. Je me suis pas sacrifiée moi, j'ai sacrifié
une histoire d'amour, des histoires d'amour. J'ai aussi accepté pendant 7 ans de prendre soin de moi psychologiquement, de revenir sur ce que je devais soigner, de revenir sur ce que je devais comprendre, ce que je devais accepter et me dire, du coup, c'était quoi ton rapport aux hommes? Du coup, c'était quoi ton rapport à ton père? Du coup, c'était quoi ton rapport aux hommes de ta vie? C'était, tu vois? Tout ça, tu le faisais pour toi ou tu le faisais dans l'optique de mieux accueillir quelqu'un? Ah non, je le faisais pour Tu moi. le faisais pour toi. Ouais, je le faisais pour moi, mais parce qu'en fait, non, et parce que je me disais, c'est pas une vie. C'est pas cette vie-là que j'ai envie d'avoir. Et puis parce que moi, j'ai d'abord eu envie d'être mère avant de tomber amoureuse. Tu vois, et je me disais, est-ce que j'ai envie d'être une mère qui transmet à ce point-là ses traumas? Je suis pas sûre. Est-ce que j'ai envie d'être une mère qui n'est pas en capacité de répondre à certaines questions? Je suis pas sûre. Et donc, je l'ai d'abord fait pour moi. Et il y a beaucoup, moi, d'initiatives psychologiques, de conscience, de compréhension de quelle est mon histoire, qui a été justement drivée par, c'est un genre, mes enfants me posent des questions, j'ai pas envie de bégayer, quoi. Ouais. Pas du tout. Et après, la question s'est posée de se dire, mais du coup, tu veux fonder une famille avec un foyer ou tu veux juste être mère? Ouais, parce que c'est 2 choix complètement différents. Ouais. Oui. Et moi, j'ai plutôt envie de fonder un foyer. Et que la maternité, je l'envisage pas forcément, voire même pas du tout seule, parce que c'est hyper dur. Et parce que dans ma vision des choses, c'est un projet commun que j'ai envie de partager avec quelqu'un. Et puis, il a fallu que je sorte aussi, moi, de cette tendance que j'avais à dire, parce que moi, j'ai été adoptée, que ça s'est bien passé, je me dois, tu vois, un peu... de reproduire un peu... Complètement, de me dire, j'étais l'heureuse élue, je dois perpétuer, du coup, comme moi, ça s'est bien passé, je vais pouvoir mettre en place un foyer et faire vivre une expérience... Enfin, tu vois, j'étais dans un truc comme ça de je me dois d'adopter. Et puis... Alors que tu peux briser ce schéma, mais complètement, quoi. Et que j'ai complètement brisé ce schéma, mais que c'était aussi nourri par un diagnostic d'endométriose, et donc aussi, tu sais, des professionnels de santé qui te disent, mais vous savez, pour vous, madame, ça va être compliqué. Et donc, ça m'allait très bien de me dire, ah non, mais moi, de toute façon, moi, je vais adopter, donc en fait, je m'en fous. Oui, c'est plus facile. Si ça marche pas, ça, je m'en fous. Enfin, je sais pas, vous savez, il y a tellement d'enfants dans ce monde. Et c'est vrai. Dans un sens, oui. Mais le sujet et l'enjeu, c'était la liberté du choix. Et de se dire, je n'ai pas à date trouvé l'espace et la douceur et la gentillesse et le pardon de me laisser le choix. Et là maintenant c'est bon. Mais pendant 7 ans, j'avais pas d'espace pour un homme, j'avais pas d'espace pour moi, de la douceur envers les hommes, je n'avais pas d'espace pour autre chose que de la colère et que même parfois un sentiment et une volonté de vengeance, de leur faire payer 5 000 ans de patriarcat dans la gueule. J'étais là-dedans et je le suis plus. Et ça fait tellement du bien. Ça fait du bien d'être dans un rapport un peu plus sain. Ouais. Tu parlais aussi, tu sais, du fait de faire peur aux hommes à un moment. T'es passé par cette phase-là. Peut-on parler de ça? Ouais, on peut en parler de ça. D'ailleurs, toujours la même adresse, je m'en bats plutôt, @gmail.com. 2 photos. Voilà. Pas de jeu, non. 2 photos, des créneaux pour un café, je vous recontacte. Est-ce que je faisais peur aux hommes ou est-ce que j'avais peur des hommes? Telle est la question. Je pense un peu des deux. Et que c'était tellement plus simple de dire que je faisais peur. Okay. Et qu'aujourd'hui, je peux utiliser d'autres mots qu'on me trouve impressionnantes. Oui. Que je suis très engageante. Que je peux déstabiliser. Oui. Que tu prends de la place. Que je prends de la place. Oui. Qu'on me remarque. Oui. Déstabilisant aussi. Voilà. Ouais, bien sûr. Évidemment. Mais j'ai envie de te dire enchantée. Par contre, le fait de se dire qu'aujourd'hui, être une personnalité publique, c'est un premier frein, je trouve. Le fait de se dire qu'aujourd'hui, une grande partie de mes sujets et de mon métier consiste à parler de sexualité, faut quand même être chaud patate. Faut, tu vois, de se dire, ok, la dame, très bien. Je pense que le fait d'avoir développé cette image, d'avoir voulu communiquer sur tous mes projets, il y avait le nombre d'hommes qui m'ont dit, mais au fond, t'as pas la place pour moi là-dedans, sans être forcément dans un truc de mais du coup à quoi je te sers, quand bien même beaucoup tu aimerais de se dire en fait moi j'adorerais me dire, et ça serait un honneur de me dire qu'en fait dans ta vie je t'aide à quelque chose et je te sers à quelque chose, pas juste je suis là à côté parce que c'est cool et qu'en fait ça te fait marrer et que du coup tu viens, non, j'adorerais me dire que je suis utile et ta vie elle est mieux et elle est plus simple et elle est plus douce parce que je suis dans ta vie et je vois pas ce qu'il y a de mal à ça, tu vois, et c'est le but, bien sûr. Mais j'avais pas l'espace, je pense que j'avais peur, je pense que je savais même pas que ça pouvait me faire du bien. C'est fou, hein. Tu vois, c'est fou. Et t'avais peur des hommes par rapport à ce qu'ils auraient pu te faire? T'avais peur des hommes pour les accueillir dans ta vie? Ouais, j'avais peur des hommes pour ce que je sais d'eux. Parce qu'en fait, il y a une femme qui meurt tous les 2 jours sous les coups de son mari, parce que il y a une femme qui est violée toutes les heures, parce qu'il y a 95% des plaintes qui sont classées sans suite, parce que j'ai pas une seule copine qui n'a pas été violée, droguée
ou sexuellement violentée, parce que je n'ai pas une seule amie qui n'a pas vécu du sexisme, parce que je n'ai pas une seule amie qui n'a pas peur de rentrer le soir chez elle, parce que je n'ai pas une seule amie qui ne calcule pas ce qu'elle va mettre en fonction de... donc, pragmatiquement, j'avais toutes les raisons d'avoir peur. Tu penses que s'engager autant pour ces causes fait que des fois, en fait, ça te... Tu sais, comme si être trop engagé et entendre, en fait... Enfin, trop engagé, on n'est jamais trop engagé, tu vois ce que je veux dire. En fait, t'as les chiffres en face de toi, c'est hyper dur de se... Et tu peux pas te détacher de ça parce que t'as des témoignages tous les jours, en plus, par rapport à ce que tu transmets. Bien sûr, et parce que tu te dis, mais ça existe, c'est la vérité. Et donc, ça a été compliqué pour moi de me dire, dans toute cette merde, il y en a quand même des chambés. Et donc, te prive pas des chambés. Parce qu'il y a... Pas tous les hommes. Pas Not All Men. C'est le seul espace où j'accepte dans ma vie le Not All Men. C'est mon espace privé et quand il s'agit de rencontrer un homme. Sinon, dans un débat qui est plus politique, militant, regarde-moi bien, ose me dire Not All Men, c'est ta joue contre le mur, en fait. Tu vois, là, je fais preuve de violence. Mais sinon, il est vrai que, non, étant donné que j'ai des potes qui sont casés avec des super mecs, étant donné que même moi, pendant ces 7 années où j'étais pas prête, j'ai vu passer des mecs super. Mais t'étais pas non, où j'étais là, si tu veux, on peut coucher ensemble, on peut être en plan cul. Et je pense qu'il y a eu un nombre incalculable d'hommes qui auraient aimé autre chose. Et juste, j'ai pas laissé l'espace et j'étais là, super. Après, il y a un temps pour tout, tu vois. Il y a un temps pour tout. Tu t'engages énormément, tu fais du bruit là où beaucoup de femmes restent en silence. Pourtant, il y a un sujet duquel t'avais pas trop parlé, c'était ta fausse couche. Ouais. T'as mis du temps à en parler. Tellement dur, ça. En fait, la fausse couche arrive à un moment... En fait, la vie est bien faite. La fausse couche arrive à un moment donné où on me dit que... Enfin, on pose un diagnostic correct sur l'endométriose. On me dit, voilà, vous êtes à un stade 2. Et à ce moment-là, on me dit, c'est soit une opération qui peut aboutir potentiellement à une ablation de l'ovaire, soit vous prenez la pilule et puis en fait, ça va pas soigner, ça va juste fermer le robinet. Et en fait, ça va juste stabiliser. Sachant que moi, j'arrive dans le cabinet de ce médecin en lui disant, je veux ni une opération, ni la pilule. La pilule, parce qu'en fait, j'en ai déjà 36. Ouais, 36. Et qu'en fait, les effets secondaires, c'est 100 mois. Ouais. Et qu'en fait, l'ablation de l'ovaire, d'un point de vue de mon histoire, moi, je suis née dans un pays où j'aurais dû être excisée. Autant te dire qu'il n'y a pas un monde. Ouais. Où tu vois, j'ai des frissons dans le dos. C'est impossible. Et donc, je me retrouve à prendre la pilule et je me retrouve surtout à me dire, qu'est-ce que tu peux mettre en place, de qui tu peux t'accompagner, et puis autour de moi, donc je me retrouve avec tout un tas de professionnels de santé qui sont différents, qui sont, tu vois. Et j'ai en fond ce truc de ça va être compliqué pour vous d'avoir des enfants. J'ai à peu près toutes mes copines qui sont déjà tombées enceintes comme ça. Moi, jamais. Donc je me dis, ok, en fait, je fais partie de ces femmes pour qui ça va être galère. Et en fait, je vais en Italie. Et je tombe complètement sous le charme d'un Italien avec qui j'ai une aventure d'abord sexuelle et qu'en fait on n'arrive pas et quand on se quitte on est tous les deux complètement bouleversés et je lui dis mais j'ai envie de te revoir. Il me dit mais moi aussi. Et donc je retourne à Milan quelques jours après et on passe 4 jours ensemble, super. Bien évidemment on regarde des films, on fait l'amour. En fait on vit une vie plutôt de couple ou de moins de début d'histoire comme j'avais rarement vécu, tu vois, parce que je me l'autorisais pas forcément. Et à ce moment-là je suis sous pilule. En dehors de ma période d'ovulation. Allez. Et je tombe enceinte. Ouais, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et je fais une fausse couche 2 mois après. Je ne me rends pas compte que je suis enceinte. Tu savais pas? Non. Okay. Alors, une fois que je fais la fausse couche, tu te repasses le film. Oui. Et puis, il y avait des signes, mais c'était pas du tout des signes physiques, c'était des signes comportementaux. Okay. C'est-à-dire, j'avais un truc un peu genre homme des cavernes. Tu sais, je voulais souvent rester dans le noir. Évidemment, il y avait des personnes que je voulais plus trop voir. En fait, je couvais. Et mais sur le coup, tu sais, tu t'en rends pas forcément compte. Et je commence à avoir des douleurs. Je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel. Je commence à avoir des douleurs atroces. Et je me dis, règles qui arrivent, il y a rien de chelou. Et je continue à avoir mes règles pendant 2 mois. Non, vraiment, on est sur un déni de grossesse, tu vois. Et je vais sous la douche et en fait, je sais pas si, vous avez déjà vécu une fausse couche, mais il y a vraiment cette sensation qui est différente de t'as envie de pousser. Et en fait, c'est des contractions qui sont pas telles. Au début, t'as l'impression que c'est des contractions de règles, et puis en fait, ça monte crescendo. Et puis il y a ce truc de ça monte, et en fait, je me rends compte que je suis en train de pousser, qu'en fait, je suis en train de délivrer. Et donc, je recueille dans ma main. Et là, je me rends compte de ce qui vient de se passer. T'étais toute seule? Alors, j'ai vécu ça toute seule et je trouve ça horrible. C'est horrible. C'est-à-dire que vivre ça, j'aurais aimé qu'on me prenne la main, j'aurais aimé qu'on te rassure, qu'on me rassure, qu'on me dise que c'était bientôt fini. J'aurais aimé pas forcément moi devoir prendre, mettre dans les toilettes et tirer sur. En fait, j'aurais aimé qu'après on me cajole. J'aurais aimé qu'on
qu'on me mette une serviette tiède sur le... En fait, j'aurais aimé juste qu'on prenne soin de moi à ce moment-là. Et j'ai dû prendre soin de moi, toute seule. Mais à ce moment, moi, je suis catapultée. C'est-à-dire que je suis plus dans ce monde-là. J'arrive juste à avoir la lueur d'esprit de dire, faut que je prévienne mon équipe que là, je vais pas être disponible. Et ensuite, je m'effondre et je me revois juste m'effondrer sur mon lit d'hôtel et pleurer. Mais tu sais, c'est des pleurs... ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré comme ça. C'était un pleur de déchirement. Je pense que franchement, la dernière fois que j'ai peut-être pleuré comme ça, c'était peut-être l'enterrement de mon père. Tu vois, il y a un truc de ça t'arrache. Et puis j'ai trouvé ça hyper dur. Et puis j'avais l'impression, je me suis dit, mais du coup, est-ce que c'est moi à mon tour qui abandonne mon enfant? Comment, tu sais, ça m'a envoyé dans des niveaux. Ça m'a envoyé dans des niveaux. Ma psy m'a récupéré, elle m'a dit, en fait, là, en l'état, vous êtes hors orbite. On peut pas être, faut redescendre. Faut que vous redescendiez et ensuite on pourra retravailler. Mais là, en l'état, c'est pas possible, tu vois. Et c'est marrant parce que j'appelle ma mère. Ça a été une des premières personnes à qui j'en parle. Et elle a émis le seul point que je n'avais pas vu. Elle me dit, oh, mais ça veut dire que je peux faire des bébés? Et je lui dis, putain, en fait, dans tout ça, j'avais même pas reçu l'info. Et après, elle m'a dit, mais c'était voulu, t'aurais voulu le garder? Je dis, non, pas du tout, mais juste... avoir le choix. Avoir le choix. Et pas être seule, ou au moins anticiper. Exactement. Et depuis, j'ai très envie de retomber enceinte. J'ai très envie de fonder une famille. J'ai très envie d'être mère. Je pense que c'est un rôle qui va m'aller parfaitement. Mais je te le confirme. Je pense que je vais être un peu loca, mais tu vois, Camille, quoi. Voilà. En attendant, je suis marraine, ce qui est super et qui me va très, très bien. Donc, je fais un peu mes armes comme ça. Je suis un peu la tata cool de tous mes potes qui ont des enfants et dont je m'occupe un peu et j'essaye de... Voilà. Mais ça a été très dur comme expérience et j'ai mis du temps à en parler. Et ça a été super de pouvoir aussi parler de ça avec elle et de mettre en place tout un tas de choses, notamment donner un prénom à cet être, mine de rien, tu vois. Et elle me dit, en fait, si jamais vous retombez enceinte, ça sera votre deuxième grossesse, ça sera votre deuxième enfant. Et j'ai trouvé ça ouf, tu vois. De valoriser, en fait. Ouais, de valoriser, de humaniser. Ouais, et je réalisais pas jusqu'à certains moments, tu sais, dans des processus médicaux où on te pose la question, vous avez des enfants, vous êtes déjà tombée enceinte? Et en fait, je mens pas, quoi. Et je dis, j'ai eu, mais j'ai perdu. Ouais. Et cette phrase-là, elle fait trop du bien. Et ça a existé. Ouais, je dis ça a existé. Je pense que ça a été un de mes premiers moments où j'ai eu besoin de travailler sur la langue française. Tu vois, ce terme fausse couche, moi, il me... Ouais, c'est... En fait, il y a rien de faux dans ce que j'ai vécu. Tout était vrai. Et donc, la terminologie fausse, t'as l'impression déjà que ça vient asseoir une forme de tabou encore où tu te dis c'est faux, parle pas, c'est pas la vérité. Non, moi, tout ce que j'ai vécu, c'était dans ma chair, c'était dans mon corps, c'était hyper vrai. Toutes les personnes qui sont passées par là, on sait exactement comment on s'est senti. Et en fait, oui, j'aurais aimé m'en rendre compte et j'aurais aimé, même si ça revient in fine à la même chose, faire le choix, choisir la date de l'avortement, tu vois, et pas juste être là devant le fait accompli. Mais ça fait partie des grands moments de douceur, moi. Ça fait partie vraiment des grands moments où je me suis dit, ouah, sois douce, sois très très douce parce que ce qui vient de t'arriver, c'est quand même pas rien. Et il y a rien de faux dans ce qu'on vit quand on vit une fausse couche. Je déteste ce terme. C'est pas parce qu'une couche n'est pas arrivée. C'est là, je me mets en mode, c'est pas parce que, en fait, c'est mort, les refs. C'est pas parce que là, t'as eu double personnalité. T'as vu comment je ressors? Il y a eu Camille. Et dis-toi qu'avant, j'étais que comme ça. C'est énergivore au possible. Mais c'est vrai, c'est pas parce qu'une couche, et c'est ça veut dire ça le terme. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe qu'une couche qui n'est pas arrivée à un accouchement final à 9 mois, on part du principe que c'est une couche invalide et donc une fausse couche. Ah, c'est dingue. Mais niquez-vous. Ouais, bien sûr. Voilà. Niquez-vous, pardon. Finissons sur ce thème-là. J'ai un petit jeu pour toi. Ouais. Un mot. Ok. Zone de génie. Humanité. Corps. Vaisseau. Plaisir. Orgasme. Enfant. Pardon. Intuition. Boussole. Colère. Nécessaire. Amour. Quand la folle du bus, tu sais. Et femme. Genèse. Liberté. Inconditionnel. Camille. Être de lumière. Et futur. Hâte. T'as hâte du... Bah ouais. J'ai hâte de la suite, En fait, j'ai 28 ans. T'as vu tout ce qui s'est passé? Mais c'est dingue. C'est une dinguerie. Bah, imagine donc à 40, 50, 60. Et comme je vais vivre jusqu'à 100 ans. Large. Tu te rends compte? Vraiment large. 28 ans et donc hâte de ouf. T'as de quoi faire. Hein. Ouais. Je t'amène au troisième set. Ça, c'est logique.
Ma Camille, bienvenue sur le 3e set. Merci, madame. Avec Flavian. Hello, toi. Le but, c'est d'immortaliser tout le voyage qu'on vient de faire. Ok. Donc, t'es libre de transmettre ce que tu veux. Écoute, vas-y, je m'assois. Ouais. Ma Camille, merci beaucoup d'être Tu mise rigoles à pas. découvert. Merci à Vraiment. toi. Qui t'aimerais voir à découvert? Laurie Tillman. Qui est-ce que j'aimerais bien voir à découvert? Bilal Hassani Ah ouais, j'aimerais trop. et Christiane Taubira. Dinguerie. Ok. Le message est passé. Ah, toi, t'as un autre message à passer. Je m'emballe clito, @gmail.com. 2 photos. Voilà, ça n'a pas changé. Sinon, une, c'est tricher. Mariage, juin 2028. Merci. Bisous. Merci. Moi, je vous dis à très vite. Et on se revoit le mois prochain avec un nouvel invité à découvert. Bye.